Cet épisode des Héroïnes de la médecine vous est proposé dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif mondial visant à mettre en lumière des associations. Aujourd'hui, nous allons vous raconter le parcours de Francine Lecas, première chirurgienne cardiaque en France et fondatrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et restez bien avec nous jusqu'à la fin. En deuxième partie, vous entendrez l'interview d'Orso Chetoshin, le directeur de l'association et fils de Francine Lecas. Paris, hôpital Laennec, 1968. Je viens d'entrer au bloc. C'est la première fois que j'assiste à une opération à cœur ouvert. Une odeur de désinfectant embaume la salle. Chirurgiens, anesthésistes, infirmiers, au moins une vingtaine de personnes s'affairent autour de la table d'opération, juchées sur une estrade. Je m'approche doucement pour observer la scène avec mes yeux d'interne. Le patient est allongé, les bras le long du corps. Dans un grand silence, le professeur Maté ouvre le thorax, puis le cœur s'arrête. Pendant que le chirurgien répare l'organe, une machine prend le relais. Et après plusieurs heures, le cœur repart. C'est extraordinaire. À cet instant, je comprends que c'est ça que je veux faire. Je serai chirurgienne cardiaque. Je suis Francine Lecas, et voici mon histoire. Vous écoutez Les Héroïnes de la médecine, le podcast d'Egora qui rend hommage aux femmes ayant marqué l'histoire de la profession. Je suis née le 20 mai 1938 à Neuilly-sur-Seine, dans une famille bourgeoise. Enfant, j'étais plutôt turbulente. Je me suis même fait renvoyer de 2 écoles différentes. Ce n'est que le jour où j'ai voulu être médecin que je me suis mise à travailler. Je voulais aider les gens, rendre service. Mes parents, bien que sévères, m'ont toujours soutenue dans mes choix. Ils me laissaient faire mes propres expériences. J'ai donc commencé mes études en 1956, rue des Saints-Pères à Paris. J'étais si enthousiaste. Quel bonheur d'apprendre tous les jours, de découvrir un nouveau monde. Même si ça n'a pas été facile. Je n'avais pas beaucoup de mémoire, alors j'ai dû passer des soirées, des nuits, des week-ends à relire et réviser mes cours chez moi, dans le métro ou même dans la rue. L'anatomie a été un enfer pour moi, mais heureusement j'étais plus à l'aise avec la pratique. J'ai très vite su que je ferais de la chirurgie. Mais au début, j'étais davantage attirée par la chirurgie de la main. On dit toujours que la main est le prolongement du cerveau, je trouvais ça beau. Puis j'ai commencé mon internat et j'ai effectué un de mes premiers stages en chirurgie cardiaque. À l'époque, cette discipline était encore jeune et elle n'était pas très prisée des internes. Rendez-vous compte, la première opération du cœur ne datait que de 1938. J'ai donc pu entrer dans le service du professeur Jean Maté à l'hôpital Laennec et ça a été un véritable coup de foudre. Puis j'ai découvert la chirurgie cardiaque des enfants. J'ai été fascinée par la minutie et la délicatesse de cette pratique, c'était comme de l'artisanat. Et opérer un cœur d'enfant, c'était lui assurer un avenir. J'ai décidé d'en faire ma spécialité. J'ai prêté serment en juin 1971. En 1989, je suis devenue chef de service en chirurgie cardiaque à Laennec, puis à Necker. Une première pour une femme en France. Ce poste, je me suis battue pour l'avoir. La concurrence était rude. Je dirigeais une équipe d'une centaine de personnes et j'adorais ça. Mais ça n'a pas toujours été simple, surtout avec la direction. En 1990, par exemple, j'ai fait une demande pour rafraîchir les chambres du service, qui n'étaient pas de première jeunesse. Impossible, m'a-t-on répondu. Cela coûterait trop cher. Qu'à cela ne tienne, j'ai décidé de créer une association afin de lever des fonds et réaliser les travaux. Vous l'aurez compris, je n'étais pas du genre à rester sur un échec. Près d'un enfant sur 100 naît chaque année avec une malformation du cœur. Mais tous ne peuvent pas se faire soigner dans leur pays, faute d'argent, de médecins formés ou d'infrastructures. Très vite, je me suis rendue en mission humanitaire à La Réunion, au Yémen, en Uruguay, à Mayotte, au Laos ou encore en Moldavie, pour venir en aide à ces jeunes malades défavorisés. Mais au fil des missions, une forme d'amertume s'installait. Je ne pouvais pas tous les sauver. De retour à Paris,
Les sollicitations se poursuivaient. Des médecins étrangers, qui avaient entendu parler de mon service à la HENEC, me suppliaient de prendre en charge tel ou tel enfant. Et je ne pouvais rien faire pour eux. Puis un jour, en novembre 1995, peu avant mes 60 ans, j'ai reçu une lettre qui a tout changé. C'était un père iranien qui me suppliait de prendre en charge son petit garçon atteint d'une grave malformation cardiaque. Je vous en prie, aidez-nous. Mon fils ne peut pas être opéré en Iran. Nous n'avons pas d'argent. Cet enfant va mourir. Faites quelque chose. Très touchée par ce courrier, je suis allée voir la directrice de l'hôpital La HENEC, où je travaillais à l'époque. Elle m'a fait comprendre qu'on ne pourrait pas prendre en charge l'opération de cet enfant, ce que j'ai parfaitement compris. Mais cette situation me rendait furieuse. Ici, en France, nous avions la technologie, le personnel et les connaissances pour le faire. Ce qui manquait, c'était l'argent. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Avec mon filleul, Patrice Rouanette, nous avons donc décidé de réactiver l'association que j'avais créée pour la rénovation des chambres à la HENEC et de récolter des fonds pour faire venir les enfants malades qui ne pouvaient pas être soignés dans leur pays. C'est comme ça qu'est né Mécénat Chirurgie Cardiaque, Enfants du Monde. Patrice s'occupait de récolter l'argent, et moi j'étais chargée de toute la partie pratique. Trouver les équipes opératoires, sélectionner les malades, les faire venir de l'autre bout du monde et les accueillir le temps de l'opération. Les premiers enfants que nous avons soignés grâce à l'association sont venus de Moldavie le 30 juillet 1996. Ils s'appelaient Andrei et Vassili et souffraient de cardiopathie. Leurs dossiers sont toujours soigneusement conservés dans les locaux de Mécénat. Je ne les ai pas oubliés, comme tous ceux que j'ai opérés pour Mécénat. Je n'étais pas seulement leur chirurgienne, leur ouvre-boîte, comme je le répétais souvent. J'étais avant tout leur médecin. J'avais à cœur de les rencontrer avant et après l'opération, de créer ce lien de confiance. Parfois, des années après, je recevais des lettres de mes anciens patients, des messages de remerciements, des faire-part de mariage ou de naissance. Plus de 5000 enfants ont été sauvés par Mécénat Chirurgie Cardiaque depuis sa création. Et plusieurs centaines ont pu bénéficier d'une bonne scolarité grâce au programme de parrainage scolaire mis en place par l'association. 1000 médecins ont également été formés à la cardiopédiatrie à travers le monde. Cette association, c'est l'une de mes plus grandes fiertés. Jusqu'à la fin de ma vie, je me suis démenée pour la faire connaître et la développer, organisant des galas et des conférences ou répondant à de nombreuses interviews. Pour collecter des dons, je suis même allée jusqu'à mettre en scène une pièce de théâtre. Et oui, la chirurgie n'était pas ma seule occupation. J'aimais aussi le théâtre donc, l'opéra, la moto ou encore les avions. Sur mon temps libre, j'avais appris à piloter. J'ai opéré jusqu'à l'âge de 76 ans. Je redoutais ce moment de passer la main, pensant que ce serait une épreuve difficile. Mais je savais que d'excellents chirurgiens prendraient le relais et poursuivraient le travail avec la même exigence. En 2019, j'ai été élevée au rang de grand officier de la Légion d'honneur. Puis je me suis éteinte le 15 juin 2024 en laissant derrière moi ce bel héritage. Vous venez d'entendre l'histoire de Francine Leca, première chirurgienne cardiaque en France et cofondatrice de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cet épisode a été réalisé dans le cadre du Podcaston, un événement caritatif mondial qui permet aux créateurs de podcasts de mettre en lumière une association. Et vous l'aurez compris, chez Egora, nous avons choisi de parler de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et pour l'occasion, je reçois Orso Chetoshin, le directeur de l'association. Bonjour Orso. Bonjour. Alors, Francine Leca, on l'a dit, elle a été la première femme chirurgienne cardiaque en France. Elle a aussi cofondé Mécénat Chirurgie Cardiaque, mais c'était aussi votre mère. Quel souvenir, finalement, vous gardez d'elle ? Pour moi, c'est d'abord ma maman, avant toute la célébrité, tout ce qu'elle a pu faire. Je crois que c'était une femme enthousiaste, je dirais. Tout lui plaisait. On lui disait, tiens, j'ai une idée. Et c'était parti, on y allait, rien ne l'arrêtait. Donc elle a tout fait, vous savez, si on lit ses histoires, elle a appris à piloter un avion, conduire un bateau, fait de la moto. Rien ne l'arrêtait parce qu'elle trouvait que tout était chouette. Elle était enthousiaste de tout, voilà. Et c'était toujours un plaisir de discuter. Elle écoutait beaucoup les gens.
Elle n'était pas pressée. Elle disait toujours, je suis déterminée mais pas pressée. Je suis pas très douée. Elle disait toujours, je suis quelqu'un de pas très doué. Intellectuellement, j'ai pas des facultés énormes. Mais ma détermination fera que j'y arriverai. Et elle disait toujours, vous posez pas de questions. Travaillez, continuez, tracez votre sillon. Un jour, vous y arriverez plus ou moins vite. Et finalement, elle a réussi à se faire une place dans un milieu qui était masculin à l'époque, mais elle aimait pas dire qu'elle était une pionnière. Elle disait que être une femme, ça avait pas forcément changé quelque chose dans son parcours à elle. Oui, bah, elle disait toujours, il faut bien qu'il y en ait une première. Donc, elle n'avait pas forcément de gloire. Et elle trouve, en fait, c'était un discours qui l'intéressait pas beaucoup parce qu'elle disait quand on est au bloc, quand on opère un enfant, qu'on soit une femme ou un homme, ça change pas grand-chose. Donc vraiment, quand on lui en parlait, elle disait oui, bon, voilà, je me rappelle toujours, moi, les sociétés voulaient toujours qu'on vienne pour la journée de la femme et je leur disais c'est une mauvaise idée parce que vous allez repartir dans le mauvais sens. Elle disait bah, si vous voulez être médecin, travaillez, puis vous serez médecin. Si vous voulez, enfin, faites ce que vous voulez, mais cherchez pas d'excuses. Non, vraiment, elle était pas du tout là-dessus. Alors forcément, on en a parlé, que c'était la première femme, mais c'est pas ça qui l'intéressait. Je pense que ce qui l'intéressait, c'est de bien soigner ses enfants, de bien opérer, ça c'était important. Après, elle était consciente aussi des difficultés que pouvaient rencontrer les femmes à cette époque-là. Oui, oui, bah, elle n'était pas non plus, elle voyait clair, hein, elle savait bien que c'était pas évident, mais elle savait bien que ça changerait, elle savait que la société allait changer. Comme elle dit, je suis née au moment où les femmes ont eu le droit de voter. Et il n'y a pas longtemps, là, on a inauguré une institut Francine Lecaille. Il voulait absolument une femme. Alors, comme m'a dit la doyenne, vous imaginez, à l'époque, votre mère, on ne voulait pas qu'elle soit là. Maintenant, on veut une femme. La société change, mais je pense que oui, oui, elle en était consciente, mais elle en faisait pas quelque chose de plus. Et puis, je pense que ce qui a fait la grosse différence, c'est que c'était une femme extraordinaire, mais extraordinaire, ce qui fait qu'elle a eu des enfants, des petits-enfants, qu'elle allait les chercher au sport le mercredi, qu'elle leur faisait des crêpes, et entre-temps, elle opérait des enfants. Donc, elle était pas dans un monde qui l'écartait, donc elle était bien consciente, mais elle disait à ses petites filles, bougez-vous, quoi. Vous réfugiez pas derrière le fait que c'est dur pour les filles ou pas. Et alors vous avez vu votre mère créer et développer l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Comment vous avez vécu cette aventure de l'intérieur, hein, si on peut dire? Ben, on l'a vécu, c'est qu'un jour elle est arrivée en disant, bon, il y a un enfant qu'il faut sauver, l'administration m'a dit qu'il fallait que je monte une association, on va sauver des enfants. Et puis, bah, vous ne posez pas la question parce qu'elle vous entraînait, elle était tellement enthousiaste, elle était tellement partante, elle, elle regardait tellement pas les problèmes mais les solutions que ben, elle vous embarquait, elle embarquait tout le monde dans son histoire. Puis ben, on a commencé, comme je vous l'ai dit au début, tout petit. Et puis un petit peu plus, un petit peu plus, un petit peu plus. Mais déjà, on commence petit, puis chaque jour, on avance. Voilà. Mais quand elle est arrivé, enfin, la question n'a pas été est-ce que vous êtes d'accord ou pas, en fait. C'était une convocation à aller de l'avant. Et finalement, elle tenait beaucoup à ses petits patients. Vraiment, ça l'a marqué, quoi. Chaque intervention qu'elle faisait. Ah ouais, c'était incroyable. Elle connaissait tous les patients par cœur, elle savait les reconnaître. Même jusqu'à les quelques heures ou quelques jours avant sa mort, elle disait ah, le petit là, il faut absolument que j'ai des nouvelles alors qu'elle était en train de partir. Non, elle aimait la chirurgie, mais elle aimait ses patients, elle aimait ses familles, elle les connaissait par cœur. Elle y a passé énormément de temps. Je me rappelle quand on était petit, c'était toujours dur parce que elle opérait toute la semaine et toutes les nuits. Et le week-end, elle repartait voir les enfants et les parents. Et on disait, et nous, et nous. Elle dit, vous n'êtes pas malade. Donc, Ça passait avant tout, quoi. ouais, c'était son rôle de médecin jusqu'au bout. Je pense que ce qui a fait vraiment ça, c'est sa différence. Et cette grande, grande proximité avec les parents, cette grande proximité avec les patients, leur expliquer ce qui allait se faire. Leur expliquer qu'ils allaient bénéficier d'une opération et pas subir. Elle détestait le mot je vais subir d'une opération. On dit non, vous allez bénéficier d'une opération. Et ses patients étaient très attachés à elle, forcément, parce qu'elle y passait beaucoup de temps. Et alors, vous êtes devenu directeur de l'association en 2014, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais, je sais plus. Donc, est-ce que c'était une évidence pour vous de reprendre en quelque sorte le flambeau de votre mère? Non, c'était pas du tout une évidence, mais bah, c'est comme tout, les vies des associations démarrent doucement, puis progressent, et puis à un moment vous avez un plateau, parce que aussi j'avais une maman qui avait un caractère très fort, et donc c'était très difficile de lui faire passer des messages, notamment des messages d'aller sur les réseaux sociaux ou des choses comme ça. Et toutes les personnes qui passaient pour essayer de diriger l'association
se faisait retoquer rapidement. Et tout le monde a dit, ça serait bien que ce soit toi. Comme moi, j'avais été famille d'accueil, bénévole, fundraiser et tout, je pense que j'étais peut-être le seul à pouvoir lui faire passer des messages. Et on a passé plus de 10 ans à se régaler, à soigner les enfants, développer l'association, trouver des formations en digital. Enfin, c'était du bonheur. Alors du coup, moi, je ne suis pas du tout médecin. Mais alors, le cumul entre le médecin et le marketeur, on a réussi à faire que 1 plus 1 égale 3. C'était vraiment intéressant. Et donc, oui, l'association aujourd'hui, elle opère plus de 500 enfants qui ont des malformations cardiaques par an, donc c'est quand même un gros volume. On va bientôt arriver au 6 millième enfant. Ça reste une petite association familiale dans l'esprit, mais elle a un peu grandi, oui, quand même. Et justement, vous disiez qu'on arrive à 6000 enfants qui ont été sauvés. Comment on fait pour choisir quels enfants seront opérés? Comment on fait pour sélectionner les dossiers, justement? Alors, on n'est pas encore aux 6000. J'invite à tous ceux qui nous écoutent, s'ils veulent nous aider. Voilà, parce que en fait, quand ma maman est décédée, je lui ai promis qu'on arriverait aux 6000 pour les 30 ans de l'association. Voilà pourquoi on a ce chiffre en tête. Ça nous a amené à forcément, parce que quand on cherche la quantité, il faut jamais que ça soit au détriment de la qualité. Donc l'histoire, c'était de dire cette quantité va nous faire progresser qualitativement dans le diagnostic. Alors la question, c'est comment on fait? Dans le monde, il y a des enfants qui naissent avec des malformations cardiaques. Là je suis à La Défense, il y en a autant à La Défense qu'à Bujumbura. C'est un enfant sur 100, c'est une statistique que tout le monde a. Certains enfants vont pouvoir vivre avec des médicaments ou avec d'autres petits problèmes, puis d'autres vont avoir besoin d'une opération à cœur ouvert. Il n'y a pas forcément la solution dans leur pays, enfin il y a même rarement la solution dans leur pays. Les parents n'ont pas les moyens de financer ça, donc ils vont voir leur médecin qui détecte, parce qu'on a formé énormément de cardiopédiatres, de cardiologues et de pédiatres au diagnostic, donc ils vont diagnostiquer une malformation, ils vont envoyer un dossier, et puis on va voir si on peut prendre l'enfant en fonction de sa cardiopathie, de l'avancement de sa cardiopathie, de son poids, de son âge, des finances, bien évidemment, parce qu'il faut payer les hôpitaux. C'est 12 000 euros pour sauver un enfant. Trouver des familles d'accueil, des accompagnateurs dans l'avion. Enfin, c'est tout un machicoulis qui se met en route. Mais c'est assez fantastique parce que, puisqu'on est à l'époque du podcaston, là, on parle du podcaston, c'est étonnant comme les gens sont gentils. Regardez, même vous nous donnez une vitrine pour nous permettre de se faire connaître. On trouve des familles d'accueil, même quand c'est dur, on en trouve. Des accompagnateurs qui vont à l'autre bout du monde les chercher, qui reviennent avec des enfants dans des états, mais qui sont catastrophiques. Des parents qui nous font confiance. On a beaucoup de chance parce qu'on touche le bon côté des gens, nous. L'humanité, quand on dit une association humanitaire, c'est parce l'humanité est belle, en fait. Même si c'est difficile, mais c'est beau. Et vous parliez des familles d'accueil. Si on veut être famille d'accueil, il y a des critères particuliers à respecter? Il faut avoir envie d'être famille d'accueil, il faut avoir 2 mois de son temps à donner. Alors au moins l'un des deux dans le couple qui est disponible 24 sur 24, 7 sur 7, et avoir un véhicule pour pouvoir accompagner l'enfant à l'hôpital et à moins d'1 heure du centre qui sera donné. Donc on a 12 centres en France, 2 centres en Suisse, un centre en Belgique. Voilà, mais il faut aller sur le site de mécénat-cardiaque.org, vous devenir famille d'accueil. Il y a déjà un petit questionnaire qui vous permet de savoir si vous êtes à peu près éligible. Et puis après, c'est parti mon kiki. Et une opération, ça coûte cher. Vous parliez de 12 000 euros. C'est un forfait qu'on a. Ça coûte plus cher, mais on a un forfait. D'accord. Et comment on fait pour financer tout ça? On se lève tôt le matin. Comme dit ma mère, tu te lèves tôt le matin, tu te lèves un peu plus tôt que les autres et tu te couches un peu plus tard que les autres, et ça devrait marcher. On va voir des entreprises, on va voir des laboratoires, puisqu'on est dans le milieu de la médecine, on va voir des donateurs, et puis on leur explique qu'avec leur aide, on va pouvoir faire quelque chose d'assez fantastique, c'est de sauver une vie. Moi, quand je vais voir les gens, je leur dis, mais est-ce que vous avez déjà sauvé une vie? Je vais vous donner une baguette magique qui permet, avec ces sous, c'est beaucoup de sous, mais finalement, ce n'est qu'une somme, de sauver la vie d'un enfant que vous ne reverrez jamais, que nous, on va suivre à vie. C'est vraiment le don par excellence. Alors, il y a plein d'associations, donc les gens sont sollicités par plein d'associations. Certains aiment bien notre côté, justement, familial, le côté extrêmement concret de quand vous donnez, vous savez que ça va pour opérer un enfant et tel enfant. Si vous me donnez 12 000 euros, vous saurez qui vous avez sauvé. Et puis, c'est dur, mais on se donne du mal, quoi, ça vaut le coup.
Et l'association propose aussi des formations pour les médecins étrangers, des formations à la cardiopédiatrie. Comment ça fonctionne exactement? Ah ouais, ça, on est super fiers. On était super fiers avec ma maman parce qu'après le Covid, on a lancé une formation qu'on appelle le 5 sur 5. Alors, si vous avez fait l'armée ou de l'aéronautique, c'est je vous reçois 5 sur 5, c'est fort et clair. Donc, on a voulu que notre formation, elle soit simple, utile et pratique. Donc, vous prenez quelques cardiopathies et en 5 modules de 5 minutes, parce qu'il y a le problème du téléchargement, du poids des fichiers, un truc comme ça. Il y a une formation, puis après il y a des quiz, et puis vous avancez au fur et à mesure. Et on a presque 1200 médecins aujourd'hui qui sont formés gratuitement. Et on trouve que c'est important que... Nous, on a toujours pensé avec ma mère qu'il fallait, tant que faire se peut, amener la connaissance au plus près de l'enfant. Parce que dans les pays pauvres, si vous amenez l'enfant auprès de la connaissance du médecin, c'est des heures de bus, des fois ça sert à rien, il fallait pas qu'il vienne, c'était une autre cardiopathie ou c'était une autre maladie ou je ne sais quoi. Donc essayez que le médecin le plus proche de l'enfant puisse déjà à peu près le diagnostiquer. Et puis après, il l'enverra dans le bon parcours de soins. Donc ça, ouais, c'est quelque chose, on est très fiers. On l'a fait en mobile. Tout le monde nous a pris un peu pour des fous à l'époque, mais ben voilà, on était tous les deux, on est partis, on n'avait pas un sou pour faire ça. On a quand même levé 1 million d'euros pour le faire. Et on a 1200 médecins qui se forment gratuitement, qui nous remercient tous les jours. Et puis ben, forcément des enfants qui en bénéficient. Parce qu'au début, les médecins venaient se former eux-mêmes en France. Au tout début, Ouais. on les faisait former, mais après on s'est dit, si on prend le médecin qui vient se former, pendant ce temps-là, il n'est pas auprès de ses patients. On formait que les médecins, alors on en a formé beaucoup, et tant mieux les médecins dans la capitale, mais il fallait qu'on aide les médecins de la capitale à voir d'autres médecins dans la sous-région, comme on dit, ou en province, qui pouvaient commencer à diagnostiquer les enfants. Donc on s'est appuyé sur eux justement pour faire un réseau en disant, bah, il faut faire un petit chemin comme des petits cailloux qu'on mettra, du plus petit caillou au plus gros caillou, qui est le spécialiste à la capitale, mais qui permet d'adresser les enfants. Voilà, oui. Alors, donc on les fait plus venir, on fait ça en mobile. Bon, ça c'est l'avantage du digital, hein, c'est qu'aujourd'hui, clic-clac, c'est parti. Hein. Et il y a aussi un parrainage scolaire qui est proposé aux enfants qui ont été opérés, c'est bien ça? Oui, alors pour certains enfants, ceux qui sont vraiment dans des difficultés financières et qui ont un peu de retard scolaire parce que leur cardiopathie ne leur permettait pas d'aller à l'école, c'était trop loin, ou les parents avaient des croyances en disant, enfin de toute façon les enfants ils ne pouvaient pas y aller, mais que les enfants ne peuvent pas jouer à la récréation, ne peuvent rien faire. Donc ils n'étaient pas scolarisés. Puis quand vous avez un enfant malade et que vous êtes pauvre, vous n'avez pas envie qu'il soit un peu plus malade parce que sinon ça coûte cher. Et donc pour certains, on va financer l'école pour leur permettre, parce que les enfants rattrapent très très vite leur petit retard, on va dire. On les prend jeunes. Hein. Puis 2 mois dans une famille d'accueil, ils ont quasiment tout appris déjà. Mais voilà, pour certains, on va aller un peu plus loin. Et puis on les aide aussi avec un parrainage médicaments. Si lorsqu'ils rentrent, qu'il n'y a pas les moyens d'acheter les médicaments ou qu'ils risquent d'acheter des médicaments frauduleux, on va les accompagner. Voilà. Quand on soigne un enfant, on essaye de soigner pour la vie et on les suit à vie, nous. Quels sont les principaux défis que rencontre aujourd'hui l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque? Alors, le défi dans une chaîne de solidarité, c'est pas qu'elle déraille. Et tous les maillons peuvent dérailler. Il faut trouver des familles d'accueil, il faut trouver de la collecte, donc il ne faut pas qu'il y ait un tremblement de terre ou quelque chose qui fasse que les gens, et tout naturellement, vont peut-être avoir quelque chose d'autre à faire avec leurs sous. Il faut être très honnête. Il faut gagner la confiance des parents dans les pays. Donc il faut que qu'on produise beaucoup de vidéos parce que c'est ça qui leur parle. Et puis la vidéo est non verbale, donc ça nous permet de créer des outils pour que les médecins, quand ils leur disent votre enfant est malade, il n'y a qu'une seule solution. Parce que nous, il ne faut pas oublier, c'est que les parents vont nous confier leur enfant, ils ne vont pas venir. Vous imaginez la confiance qu'ils doivent avoir. Donc il faut qu'on travaille là-dessus. On forme beaucoup de médecins à leur apprendre à évacuer un enfant, c'est-à-dire il y a un problème, ne baissez pas les bras, envoyez-nous le dossier, s'il est bien monté, vous avez 2 chances sur 3 qu'on prenne l'enfant assez rapidement. Il faut être sur le feu tout le temps pour pas que la chaîne déraille. Voilà, en fait on a énormément de demandes d'enfants, donc c'est suffisamment motivant pour aller de l'avant, quoi. Mais on veut rester fidèle aux valeurs de ma mère, vraiment prendre le temps avec chaque parent, chaque enfant. Quand elle est partie, elle m'a dit un mot qui est tout simple, elle a dit il faut continuer à bien faire du bien. Pas juste faire du bien faire du bien. Donc on essaye de progresser à tous les niveaux. Et vous disiez que vous aviez énormément de demandes. Est-ce que vous avez une idée du nombre, je ne sais pas moi, par an, par semaine? Alors,
c'est difficile parce que vous avez des demandes qui sont non ciblées aussi. C'est-à-dire les gens vous appellent en disant mon enfant a tel problème, alors que nous, c'est pas du tout ce qu'on fait. Donc il faut répondre et essayer de les aiguiller vers d'autres organismes. Mais nous, on va dire que le carnet de commandes, il est plein à 6 mois. Après, on répond à tous les enfants. Tous les enfants ne sont pas opérés tout de suite. Il y en a certains, on va attendre qu'ils grandissent un petit peu, on va voir. Puis, vous ne pouvez pas faire venir telle cardiopathie pendant l'été parce que tout le monde se repose un peu. D'autres moments, voilà, il faut jongler. Mais c'est du cas par cas, c'est du point par point. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour prendre en charge les enfants ? La limite, c'est maximum. Il ne faut pas qu'ils soient majeurs au moment où... Il faut qu'ils soient repartis, guéris, avant d'être majeur. Ça évite qu'il reste ici. Et alors, comment vous souhaitez faire évoluer l'association dans les années à venir, dans les mois à venir ? Est-ce que vous avez des projets ? Oui, on a plein de projets. Alors déjà, la première obsession que j'ai, c'est que ma maman est décédée il n'y a pas longtemps. Vous en avez parlé dans le podcast, c'était quand même quelqu'un d'extraordinaire, avec des valeurs, avec des idées, avec... une philosophie de vie et de médecine, et on souhaite déjà garder ça, donc pas partir dans n'importe quel sens. Voilà, ça c'est très important. Et aujourd'hui, notre enjeu, c'est qu'on a démarré cette association il y a 30 ans avec des médecins dans les pays qui nous ont suivis dès le début, mais c'est des anciens médecins maintenant, c'était des anciens humanitaires, donc c'était des gens qui avaient plus... Aujourd'hui, les nouveaux médecins, ils sont plus débordés, ils ont moins de temps, et puis le monde a changé, c'est comme ça, c'est ni mieux ni moins bien. S'adapter à ces nouveaux médecins dans les pays, leur apporter des solutions pour leur expliquer que c'est pas trop compliqué, s'ils ont bien diagnostiqué, que c'est pas trop compliqué de faire évacuer un enfant, et qu'on va les aider, et qu'on va organiser le système pour que ce qu'on faisait avant, qui était l'effort de certaines personnes qui étaient convaincues, puisse fonctionner avec des gens qui ont moins de temps, parce que c'est comme ça, d'autres activités, d'autres croyants, enfin d'autres envies. Donc rendre l'histoire plus simple, parce que là, elle reste quand même assez compliquée. Et alors, comment on fait pour participer si on veut soutenir Mécénat Chirurgie Cardiaque, et qui plus est si on est médecin, parce qu'il y a beaucoup de médecins qui nous écoutent, est-ce qu'on peut faire quelque chose en particulier pour l'association ? Alors déjà, vous pouvez commencer par nous suivre sur les réseaux sociaux. Au moins, vous aurez une actualité, vous saurez tout ce qui se passe. Ça, c'est une première chose. Si vous aimez l'association, en parlez, parce que vous soyez médecin, que vous soyez boulanger, vous pouvez avoir des amis qui ont envie d'être famille d'accueil, vous pouvez avoir des amis qui ont envie de donner, vous pouvez avoir des gens qui ont envie de laisser un héritage, je ne sais pas. Vous pouvez être, si vous êtes cardiopédiatre, vous pouvez partir avec nous en mission, c'est-à-dire offrir une semaine pour dire je viens de diagnostiquer les enfants. Je dirais déjà vous intéresser à cette association, parce qu'il y en a beaucoup. Nous encourager, parce que il faut quand même du courage pour faire ce qu'on fait, quoi. C'est lourd. Et puis et voilà. Là typiquement, on a fait quelque chose, et puis il y a un laboratoire, il y a un monsieur d'un laboratoire qui vient de m'envoyer un message ce matin pour me dire on aimerait bien vous aider, est-ce qu'on peut s'appeler? Je peux vous dire, dès que j'ai raccroché, là je l'appelle tout de suite. Voilà, c'est s'intéresser à ce qu'on fait et de se dire qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, on peut tous faire quelque chose. Qu'on soit médecin ou on peut tous faire quelque chose à la hauteur de ce qu'on a envie de faire, de ce qu'on peut faire, de ce qu'on sait faire. C'est ça l'intérêt du podcaston, c'est de dire, c'est pas réservé à certaines personnes en disant, moi ce qu'on vous dit, vous êtes fantastique. Non, c'est ce qu'on fait qui est fantastique. Mais moi je suis comme tout le monde. Est-ce que ma mère était fantastique? Je vous dis, elle était extraordinaire. Mais c'est ce qu'on fait qui est fantastique, c'est pas les gens qui le font. Parfait, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Orso. De toute façon, on mettra tous les liens en description de l'épisode vers Mécénat Chirurgie Cardiaque. Vous aurez toutes les informations. Donc merci de nous avoir écoutés dans le cadre de ce podcaston 2026. Au revoir. C'était Les Héroïnes de la médecine, un podcast de Justine Morel, produit par Egora dans le cadre du podcaston 2026. Pour réécouter cet épisode, rendez-vous sur egora.fr et toutes vos plateformes d'écoute.